Regardons ensemble cette carte. Cet espace que vous voyez là, par exemple, c'est le palais présidentiel du Niger, à Niamey. On va aller légèrement sur la droite et vous allez voir ici l'aéroport international Diori à Mani. Alors c'est cet aéroport qui a été attaqué avec les récents bombardements qu'on a pu voir, qu'on a pu observer au niveau du Niger dans la nuit du mercredi au jeudi dernier. Alors qu'est-ce qui s'est réellement passé? On reviendra sur les faits, mais à côté de cela, il y a deux versions qu'on entend généralement. Quelle est la véritable version? Qui est réellement derrière cela? Ce sont les États français, béninois, ivoiriens, ou c'est plutôt ou effectivement l'État islamique? On en parle dans cette vidéo. Tout a commencé dans la nuit du mercredi au jeudi. Peu après minuit, les citoyens nigériens habitant aux alentours de l'aéroport commencent à filmer, signaler les tirs qui ont lieu dans la capitale. Et ce que vous voyez là, c'est effectivement ce qui s'est passé. Où il y a des attaques aériennes, mais également terrestres, qui minent la capitale nigérienne pendant cette nuit-là. Dans celle-ci, on pouvait donc apercevoir ces longues traînées lumineuses dans le ciel, signe de cette machine de défense anti-aérienne mise en place par l'armée nigérienne pour défendre ses intérêts contre cette attaque menée par les terroristes ou la coalition des trois pays. On va voir ça clairement tout à l'heure et vous allez mieux comprendre. Dans la journée du jeudi, le président Tiani va se dépêcher rapidement sur les lieux à l'aéroport pour constater, voir réellement ce qui s'est passé, constater les dégâts, mais surtout encourager et soutenir ces soldats-là qui ont défendu le Niger pendant cette nuit. Arrivé sur les lieux, après un tour dans l'espace principal qui a été attaqué, le 101 dans l'aéroport, il va faire un discours devant la presse où il explique clairement ce qui s'est passé. Mais il cite également les noms de ceux-là qui ont aidé le Niger et ceux-là qui auraient attaqué le Niger. Parlons de ceux-là qui ont aidé d'abord le Niger, il remercie la Russie. Il disait ceci. Nous félicitons l'ensemble des forces de défense et de sécurité qui ont su coordonner leur action, ainsi que les partenaires russes qui ont défendu avec professionnalisme leur secteur de sécurité. Parlons du remerciement qu'il fait à la Russie, il ne parle pas de Wagner, parce que dans l'entendement des Ivoiriens aujourd'hui, c'est Wagner qui est au Niger. Non, c'est ce qu'on appelle Africa Corps. Africa Corps, c'est une organisation, c'est une entité étatique de la Russie qui est mise en place par les autorités russes dans le cadre de l'après-Wagner. Après la mort de Yevgeny Prigojine, l'ancien chef de Wagner, il fallait donc lancer une entité qui allait défendre les intérêts du dit pays sur la scène internationale. Et pour le faire, on met en place Africa Corps, qui se trouve aujourd'hui dans plusieurs pays, dont le Mali, le Burkina, le Niger, mais aussi la Centrafrique, pour défendre les intérêts de la Russie. L'Africa Corps est directement dirigé par le ministère de la Défense et les généraux de la Russie. Donc, il remercie d'abord Africa Corps, donc la Russie, et par la suite cite les noms, pour pas dire les pays qui ont attaqué son pays, le Niger. Il disait ceci. Nous rappelons aux sponsors de ces mercenaires, notamment Emmanuel Macron, Patrice Talon, Alassane Ouattara. Ici, ce n'est pas simplement le fait de citer les noms qui nous intéressent, parce qu'il ne s'arrête pas là. Il va aller au-delà. Il va dire quelque chose qui ressemble à une sorte de menace. On vous a longtemps regardé aboyer. Aujourd'hui, apprêtez-vous à nous voir rugir. Nous les avons suffisamment écoutés aboyer, qu'ils s'apprêtent eux aussi à leur tour à nous écouter rugir. Quelques heures, pour pas dire le lendemain après la réaction du président Tiani, il y a la réaction de la Côte d'Ivoire. Non pas du président ivoirien, je vous vois venir, mais plutôt du ministère des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire, piloté aujourd'hui par Madame Nialé Kaba, qui va faire une sortie également et convoquer directement l'ambassadrice du Niger en Côte d'Ivoire. Il y a de l'autre côté la réaction des dirigeants béninois par le canal du porte-parole du gouvernement qui disait, et je cite, « Ces accusations sont peu crédibles et représentent des manœuvres de diversion destinées à distraire l'opinion. » Et juste après les sorties des chefs d'État, des gouvernements, des dirigeants des pays, il y a la sortie d'une entité infra-étatique, on va le dire ainsi, qui est l'État islamique, qui viendra ouvertement revendiquer cette attaque-là. Toutes les dépêches, tous les journaux ont commencé à parler de cette revendication faite par l'État islamique. À partir de cet instant, l'homme est mitigé. Qui est réellement derrière cette attaque? Le président du Niger reproche cela à trois pays, mais il y a à côté de cela l'État islamique, qui est également présent à l'intérieur du Niger, qui revendique cette attaque-là. Qu'en est-il à la réalité? C'est là qu'on va s'intéresser à ce qui s'est passé concrètement au niveau de l'aéroport. Cet aéroport est extrêmement important. Parce qu'à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle la base 101. Cette base-là regroupe une partie de l'armée de l'air du Niger. Quand on parle de l'armée de l'air, on entend également
tout ce qui fait référence à l'armement ou à l'outil de défense de guerre que peut avoir un pays. Donc l'armée de l'air regorge déjà en son sein, au niveau de la base 101, de beaucoup d'équipements qui peuvent aider les terroristes dans leur manière d'attaquer, dans leur intérêt qui est également de prendre le Niger, installer le calife, s'installer eux-mêmes. Donc l'objectif ici peut s'entendre comme celui-ci, attaquer et récupérer l'armement. Mais il n'y a pas que ça, parce qu'à cet aéroport, il y avait également un tas d'uranium qui était stocké, qui suit le contentieux entre l'État nigérien et l'entreprise française Orano qui avait entre les mains la production, l'exploitation d'uranium dans le pays. Avec l'arrivée de M. Tiani, il y a la nationalisation de cette entreprise et donc des biens de Orano. Il y a donc un litige qui est engagé entre le Niger et Orano qui fait en sorte que l'uranium qui appartenait à Orano, qui a été nationalisé, si on peut le dire ainsi, est aujourd'hui au milieu d'un contentieux qui se voit devant les tribunaux. Donc ce stock-là se trouve au niveau de l'aéroport. Il fallait donc mettre la main là-dessus et s'enrichir aussi. Peut-être pour ses intérêts économiques et militaires, les terroristes vont donc aller penser avec un réflexe clair à attaquer l'aéroport. Parce qu'il y a cet intérêt-là à avoir. Si on met la main là-dessus, on est presque sûr, parce qu'on a le moyen logistique et tout ce qui va avec, de mettre la main sur le pays de façon générale. Voici donc la première lecture qu'on peut faire. Mais il y a à côté de cela, l'autre élément qui nous fait croire que c'est loin à la réalité d'être une attaque combinée des trois pays cités par le président Tiani. En fait, on s'attaque à l'aéroport, alors qu'on sait que l'aéroport est à seulement quelques kilomètres du palais présidentiel. C'est pourquoi je vous l'ai présenté d'entrée de jeu dans la vidéo. Revenons avec cette même carte. Regardez ici par exemple. Voici l'aéroport. Et on va sur la gauche, jusqu'ici, on voit désormais le palais présidentiel. Donc à seulement quelques kilomètres de l'aéroport, pourquoi est-ce qu'on ne va pas s'en prendre facilement au palais présidentiel? Par exemple, si on veut réaliser un coup d'État, parce que le pouvoir se trouve là-bas. Donc si on met la main sur le palais présidentiel, on a plus de chances à la réalité de réaliser un coup d'État que de prendre par exemple un aéroport où on n'est pas sûr même de s'en sortir si on en sait clé, si déjà l'armée vient contre nous. D'autant plus qu'on n'est même pas nombreux, on parle d'une trentaine, pour exagérer, d'une quarantaine de personnes qui auraient attaqué ou qui ont attaqué à la réalité pendant cette nuit-là. Est-ce que c'est ça des indices qui nous permettent de dire qu'on est face d'une tentative de coup d'État? Non. C'est pourquoi tous ces éléments alignés nous laissent entendre une chose, c'est que ce qui s'est passé à la réalité est une manœuvre après la semaine dernière de l'État islamique. Si on veut l'élargir, on parlera du JNIM et tout ce qui va avec. Ici, ça contredit la sortie du président nigérien qui disait ouvertement et facilement que ce sont plutôt des pays qui ont attaqué son pays. On se posera donc la question désormais de savoir quel est l'intérêt de dire que ce sont des pays qui ont attaqué son pays lorsqu'on n'a pas les preuves, par exemple. D'autant plus qu'on a été désavoué, déshabillé, mis à nu publiquement. Ce qui n'est pas très intéressant. On va en revenir par l'État islamique. Alors comme je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, il était déjà sûr, parce qu'il y avait des rumeurs en ce sens-là, qu'il y allait avoir quelque chose à Niamey. Beaucoup de citoyens nigériens peuvent même le témoigner, peuvent même dire la même chose. Chacun, on ne peut pas dire beaucoup doutaient, se préparait, s'attendait à quelque chose quoi. Et lorsqu'on arrive à ce qui s'est passé là, sans qu'il y ait véritablement une protection exagérée, lorsqu'on sait qu'à quelques kilomètres de la ville, il y a eu un tel événement, alors ça remet sur la table une question. Est-ce que l'objectif du gouvernement du Niger n'était pas quelque part de laisser faire? Est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose à gagner si ça arrivait? Parce que certes, c'est quelque chose qui va endommager le pays, parce qu'il y a forcément quelque chose qu'on paie, mais est-ce que ce n'est pas aussi un moyen, par exemple, de montrer qu'on a un soutien militaire qui est avec nous? Est-ce que le Niger ne veut pas montrer qu'il est passé à autre chose, où il y a une défense aujourd'hui avec la Russie, l'Afrique Accord, pour s'assurer sa sécurité? Est-ce que le Niger ne voulait pas faire passer un message subliminal dans cet événement décrié, dans cet événement rocambolesque? Est-ce que quelque part, il n'y avait pas un implicite là? C'est surtout cette question que je me pose. Mais il y a aussi cette volonté de remettre la chose sur le Bénin, la Côte d'Ivoire et la France. Parlons de la France, il n'y a plus de démonstration à faire. On connaît déjà la relation entre les pays de l'Afrique occidentale et la France, surtout les anciennes colonies. Donc il n'y a pas de démonstration à faire. On sait déjà ce qui se passe. Mais prenons le cas du Bénin. On se rappelle que M. Patrice Talon et M. Bazoum, l'ancien président qui a été démis de ses fonctions suite au coup d'État orchestré par M. Tiani, il y avait une relation vraie, proche. Donc, M. Tiani, lorsqu'il accède au pouvoir, se dit effectivement que si M. Bazoum était vendu, parce que c'est ce qu'il dit,
c'est un proche de la France par exemple, c'est la même chose avec M. Patrice Talon. Donc, si lui, je le condamne, alors il faut aussi condamner M. Patrice Talon. Ce sont les mêmes. Donc, dans cette logique, il y a toujours eu ce différent entre M. Tiani et M. Patrice Talon. D'ailleurs, à l'heure actuelle, donc là où je tourne cette vidéo, les frontières entre les deux pays sont fermées du côté du Niger et du Bénin. Il y a le cas de la Côte d'Ivoire qui ne fait pas frontière avec le Niger, élément géographique extrêmement important, mais qui est toujours cité par le Niger. Est-ce que c'est une manière d'enjoliver les choses qui se passent, de faire monter le soutien populaire, s'en approprier? Quel est l'intérêt derrière lorsque, à chaque reprise, pour ne pas dire à maintes reprises, on remet la chose sur la Côte d'Ivoire ou on cite toujours la Côte d'Ivoire? Vrai, on peut dire que la Côte d'Ivoire, si elle est toujours citée, elle peut être impliquée, mais lorsqu'on sait aujourd'hui que la Côte d'Ivoire n'a rien à voir avec les autres pays, parce que tout est orchestré, par exemple, par l'État islamique, on se poserait la question de savoir quel est donc l'intérêt de citer la Côte d'Ivoire. Et ça nous ramène à plusieurs déclarations, celles du Burkina, du Mali, qui à un moment donné ont également cité le nom de la Côte d'Ivoire. Et tout ceci nous laisse entendre une chose, la Côte d'Ivoire est un pays allié de l'ennemi de ces pays-là, donc de la France par exemple. Et la Côte d'Ivoire se trouve dans une posture différente, où elle collabore avec presque tout le monde, où elle ne regarde pas un allié avec un regard comme celui de ces pays-là. Donc on le sent également comme M. Patrice Talon, parlant de M. Alassane Ouattara, comme l'ennemi, parce qu'il est l'ami de M. Bazoum, donc l'ennemi de M. Tiani. Étant donné que tout le monde parle de la Côte d'Ivoire, parlant du Mali, du Burkina, cite la Côte d'Ivoire dans les événements qu'il arrive, le Niger profite également pour le faire. D'autant plus que ce n'est pas la première fois, le Niger l'avait déjà fait. Mais aujourd'hui, on a eu une sanction où il y a eu la convocation de l'ambassadrice du Niger en Côte d'Ivoire. Alors, face à tous ces événements, on se pose une question. Est-ce que l'Afrique un jour pourra arriver à cette union-là, où les présidents, parlant pour le compte des peuples, des pays, s'entre-déchirent, se font la guerre? Est-ce qu'on peut arriver à un véritable développement? Ça peut s'entendre que chacun peut avoir des alliés différents, mais est-ce que le fait qu'on ait des alliés différents doit nous faire ou faire en sorte qu'on soit des ennemis? Est-ce que ça, ce n'est pas aussi nourrir l'ambition, soutenir l'intérêt des pays comme la Russie, la France, qui veulent également à leur tour, parce que les pays n'ont pas d'amis mais que des intérêts, s'imposer, continuer à s'imposer dans nos pays? Est-ce que c'est la meilleure approche à avoir? Est-ce qu'on ne peut pas voir les choses autrement? Est-ce qu'on ne peut pas se décider à un moment donné, comme le Burkina l'a fait, se rencontrer, commencer à discuter? Le Burkina a rencontré la Côte d'Ivoire. Le Mali n'agresse plus la Côte d'Ivoire. Est-ce que le Niger ne doit pas également l'entendre et chercher la résolution, le pacifisme? Rester avec ses alliés, mais ne pas également agresser l'autre. Parce que, en fin de compte, c'est l'Africain qui perd. Il y a de nombreux Ivoiriens au Niger, de même qu'il y a de nombreux Nigériens en Côte d'Ivoire. Est-ce que, à cause de quelques alliés, de quelques positions, on doit faire de ces peuples-là des ennemis? Parce que ce que le gouvernement pense, ce que les dirigeants disent, c'est ce qui également sera conçu par leurs partisans. C'est ce qui également va rester dans la tête de leur population. Est-ce qu'il n'est pas temps de revoir les choses? La question vous est posée. N'hésitez pas de nous le dire en commentaire. N'oubliez pas, si vous ne l'avez pas encore fait, de liker la vidéo, de vous abonner et de partager celle-ci avec plusieurs personnes de votre entourage afin que tous soient informés de ce qui s'est passé, mais puissent comprendre également les indices derrière qui nous laissent croire effectivement que c'est l'État islamique qui est derrière cet événement. Bref, abonnez-vous, likez cette vidéo, partagez-la et on se dit à très bientôt pour la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.